merci d'être là, fidèle au rendez-vous Afrique. Et nous sommes très heureux de la présence de Madame Boutros-Boutros-Ghali, qui nous a fait la gentillesse de venir, ainsi que celle de Jean Guillon, président de l'Alliance francophone, grâce à qui nous avons commencé notre périple africain en recevant le ministre burkinabé Djibril Bassolé. Et ce fut une réunion particulièrement intéressante et brillante, et je tiens à le remercier encore. Nous continuons avec la Guinée et la présence de M. Lansana Kouyaté, qui a été Premier ministre du temps de Lansana Conté, qui représente actuellement le Parti de l'Espoir pour le développement national, le PEDN, parti de l'opposition. La Guinée, je vais reprendre ce que tout le monde dit, ce scandale géologique, ainsi appelé en raison de ses nombreuses ressources minières, les 2/3 des réserves mondiales de bauxite, des gisements de fer, dont celui de Simandou, un des plus importants du monde, des mines d'or, de diamants, de pétrole, ce pays qui, en plus de toutes ces richesses et le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est un pays dont le potentiel économique est impressionnant. Et ce pays a cependant une population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Certes, la Guinée, depuis son indépendance et sa rupture brutale avec la France, est un pays de violence avec plus de 50 ans de dictature ou de régime autoritaire. Doit-on dire que rien n'a été fait? Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010, le bilan a été catastrophique et de nombreux défis l'attendaient. Cela concernait non seulement le domaine des exploitations minières avec la remise à plat des contrats, cela concernait du coup une plus grande rentrée financière. C'était un défi également dans le domaine scolaire, délabré, matériel inexistant, réfection des bâtiments, création d'écoles dans tout le pays qui en manque, défi encore concernant la lutte contre la corruption, les réformes portuaires, les réformes concernant les réseaux de communication, distribution de l'électricité, bref, les travaux d'Hercule ne sont rien à côté de ce que la Guinée doit entreprendre. Il y a quand même quelque chose de profondément tragique, voire de désespérant dans le tableau que je viens de dresser. On peut sûrement critiquer le passé colonial, mais on doit aussi s'affliger du bilan d'un demi-siècle d'indépendance. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous venons vers vous, remplis d'interrogations et d'espoir. Vous êtes la personnalité vers laquelle les regards se tournent quand il s'agit de l'avenir de la Guinée. Vous avez exercé les hautes fonctions de Premier ministre à un moment décisif. Vous êtes l'un des hommes qui montent dans l'Afrique d'aujourd'hui. Votre parcours hors du commun, vos expériences multiples, à la fois comme homme de terrain, négociateur international, expert des organisations africaines, infatigable voyageur du progrès et de la paix, fait de vous beaucoup plus qu'un observateur, un acteur incontournable du grand mouvement historique que connaît aujourd'hui le continent africain. Nous voudrions que vous nous parliez de votre vision africaine, vos espoirs et vos craintes. C'est vrai, les Européens, et particulièrement les Français, regardent votre continent avec un sentiment mêlé de culpabilité, de découvrir un univers à côté duquel ils étaient passés, sans apprécier les immenses potentialités à leur juste valeur. C'est le sens de notre démarche qui est faite d'un enthousiasme neuf et sincère pour l'Afrique. La Guinée est-elle engagée dans un redressement? Nous attendons de vous des analyses et des propositions concernant les prochaines étapes de ce fameux redressement de l'économie, des institutions et de la société guinéenne. Quels sont vos projets pour changer le cours de l'histoire, donner une chance au progrès et répondre à l'appel de tous ceux qui sont derrière vous? Nous sommes en 2014 et la Guinée, ce patrimoine naturel, humain, socio-culturel, attend d'être revalorisé et réorienté en fonction des exigences. Je vous remercie d'être ce soir notre guide et je vous laisse la parole.
Il aurait été tellement simple d'arrêter justement là et de finir et de partir. Tellement que Joël a flatté mon ego. Et si on partait sur cette note, je crois que ça sera la meilleure conférence. Mais je voudrais plus sérieusement remercier Madame et Monsieur Bonfous, remercier Madame et Monsieur de Charette qui ont bien voulu nous inviter, Madame Kouyaté et moi-même, ainsi que des amis, à cette rencontre si joyeuse, si conviviale. Je voudrais remercier aussi un ami qui est là. C'est un homme qui aime la discrétion, mais je crois que je n'égratignerai pas sa modestie qui a permis cette rencontre entre les deux couples que j'ai cités. Je veux parler de Xavier Ouzel. Il est arrivé, je crois, aujourd'hui ou hier, de très loin, et probablement qu'il ira encore demain, parce que je l'ai toujours vu partir et revenir. Je voudrais enfin remercier Madame Boutros Ghali. Je le fais à titre spécial parce que nous avons mené des combats héroïques, je dirais, aux Nations Unies. Je crois que chacun de nous en a porté quelque part les stigmates, mais c'était des combats qui méritaient d'être menés pour un meilleur idéal pour le monde, pour un rêve à accomplir. Malheureusement, souvent, on n'a pas les résultats escomptés quand l'organisation a pris des plis. Il est très difficile de les défaire. Je voudrais la remercier, son mari n'est pas là, mais je crois que où elle est, se trouve l'oreille de Dr Boutros Ghali. Je n'ai pas fait de préparation particulière pour cette rencontre parce que, plus simplement, je voudrais qu'on débatte, qu'on discute, qu'on pose des questions. Mais avant toute question, il faut d'abord présenter tel que je vois la Guinée, tel que je vois l'Afrique, tel que je vois même le monde. Parce qu'en définitive, c'est par cercle concentrique qu'il faut aller. La Guinée est dans l'Afrique, l'Afrique est dans le monde. Et je crois que l'analyse ne s'arrête pas à un seul niveau. Le monde est global, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, avec un échange phénoménal dans les domaines financiers, dans le domaine de la production. L'argent qui change de main, les financiers qui sont dans cette salle le savent, mais à ce que je sache, on n'est pas loin d'atteindre les 500 000 milliards par jour dans les transactions financières. Ce qui fait du monde un monde vraiment atomisé, un monde petit, mais en même temps, il s'oppose à ce monde des défis très importants. Comment peut-on faire circuler toutes ces finances, tout cet argent? Comment peut-on faire circuler la production? Comment peut-on ouvrir les frontières avec l'OMC? Ce sont des règles qui sont édictées, et sans que les valeurs qui portent l'humanité ne soient encore plus nobles. Aujourd'hui, les valeurs foutent le camp, on le sait. Les crises qui se sont passées, on sait d'où c'est venu. Et après cette introduction, oui, il s'agit de la Guinée aujourd'hui. Cette Guinée que j'ai servie en partie. Madame Bonfous a vraiment raison. La Guinée vient de loin. 1958, c'était le départ d'une ère. Il n'y a rien à reprocher à qui que ce soit. Je crois qu'il y a très peu de pays sur cette terre qui n'ont pas été dominés en réalité. Du nord au sud, d'est en ouest, chacun est passé par une période où le relèvement a exigé beaucoup de sacrifices, beaucoup de ténacité. Et la Guinée n'a pas échappé à la trame de l'histoire. On parle de l'Afrique en faisant référence à ce continent comme un pays, en fait. La preuve, comme je le dis souvent, pour quelqu'un qui voyage en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Afrique du Sud,
Quand vous lui demandez ici, dans les pays du septentrion, où allez-vous demain, il ne vous dira jamais le pays. Il va vous dire, je vais en Afrique. Nous-mêmes, Africains, nous disons, je vais en Afrique. Mais l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. 54 pays, bien sûr, avec la même trame historique, même si l'histoire a varié aussi. Pour certains, c'était une colonisation d'à peine 20 ans, 30 ans, pour d'autres un siècle. Et il y en a même qui ne le furent jamais, tel que le Libéria, parce que c'est une clause spéciale qui a amené le Libéria à être gouverné par le bon vouloir des philanthropes américains. L'Éthiopie, on connaît son histoire, ça date de loin. Et tout cela fait que, une fois qu'on parle de cette Afrique, il faut parler d'elle avec mesure, parce que souvent, on croit que tous ces 54 pays doivent aller à la même vitesse. C'est un rêve que de penser qu'ils iront à la même vitesse. Le Botswana, l'Afrique du Sud, l'île Maurice ne sont pas loin, n'est-ce pas, de franchir un certain pas. Le Ghana, un pays en Afrique de l'Ouest, a déjà posé les jalons. Et pour les autres, tout ce qui se fait aujourd'hui comme avancée démocratique, il faut se méfier de vite les rendre irréversibles. Tout est tellement beau, tout est tellement bien quand on cultive la démocratie, mais tout est tellement fragile. Parce que pour un, rien du tout. À titre d'exemple, le Libéria, la Sierra Leone, dans les années 60, pour un Guinéen, aller au Libéria ou en Sierra Leone, c'était comme aller aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Tellement la culture foisonnait. Un jour, je fus convoqué ou invité à une conférence. Et on avait les jeunes patriotes qui ont fait irruption dans la salle. Et ils m'ont posé une question simple, parce qu'ils savaient déjà ce que j'allais dire. Nous venons vous demander d'où vous êtes. Et les conférenciers ont voulu les interrompre. J'ai dit non, ce n'est pas vous qui êtes les conférenciers, moi. J'ai dit je répondrai. Et je leur ai dit, je viens de la Guinée. Cette Guinée qui a acquis son indépendance en 1958 et qui s'est fait appeler à un moment donné République populaire révolutionnaire de Guinée. L'impérialisme, on a tué son père, on a tué sa mère en Guinée. Les slogans, on en a inventé de toutes sortes. C'était pendant la guerre froide où ces slogans avaient plus de chances de prospérer. Après la guerre froide, vous vous réveillez en révolutionnaire. Aujourd'hui, comme hier, si on vous demandait d'aller en Guinée, vous n'alliez pas accepter. Et pourquoi vous êtes venu si tard à la Révolution? Pour un Guinéen comme moi qui a vécu cette révolution, je considère que vous faites du romantisme révolutionnaire, mais ça n'a rien à voir avec la Révolution. Puisque vous allez en souffrir, vous allez en pâtir. Et tel que je l'avais prévu, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était cruel. On a tout vu, ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail. Oui, Joël, vous avez raison. La Guinée, on peut dire que son orientation, ceux qui font le raccourci, est venue de peut-être la rencontre de deux caractères. On le dit souvent, le général de Gaulle et le président Sékou Touré. Deux caractères forts. Ce qui s'est passé à Conakry, après la visite du général à Brazzaville, en Côte d'Ivoire, c'était un discours très fort du président Sékou Touré. Il n'était pas encore président. Mais le général de Gaulle, semble-t-il, n'avait pas été bien préparé à voir ce qu'il allait voir ou à entendre ce qu'il allait entendre. Le discours était très relevé. Je rappelle une seule petite phrase qui a retenu l'attention. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Le ton du président Sékou Touré était gaullien devant de Gaulle. Et malheureusement, face à ces deux monuments de l'histoire, le peuple de Guinée était là en observateur. Et le général de Gaulle a répondu sans hésiter un seul instant, comme cela lui arrivait d'ailleurs plusieurs fois dans l'histoire de France. Il a répondu que la Guinée pouvait prendre son indépendance comme elle le voudra, s'orienter comme elle le voudra. La France n'en tirera aucune conséquence, mais la Guinée est libre de choisir. La Guinée a choisi. On a choisi
c'était la période de la guerre froide. Et je crois que malgré les tentatives du président Sékou Touré d'avoir quand même des relations normales avec la France, c'était impossible, disons-le crûment, parce que les autres peuples étaient là, les autres pays étaient là, qui avaient accepté la communauté. C'eût été peut-être une mauvaise indication ou un encouragement. En Afrique de l'Ouest, chacun a parlé de ça comme il veut. Je vous avoue la vérité, ma vérité. J'étais fier comme tout Guinéen que la Guinée ait accédé à l'indépendance en 1958, mais je regrettais quelque part qu'elle ne fût que le seul pays à y accéder. S'il y avait eu 2, 3 pays, probablement que le cas guinéen n'aurait pas été singulier. Le Sénégal était prêt, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le président Senghor, comme je le dis, était prêt à l'indépendance. Ce sont les Mourides qui, à la dernière minute, l'ont convaincu de ne pas le faire. Le Niger était prêt. Et là encore, l'histoire a bégayé. Ils se sont arrêtés là où il fallait s'arrêter. Et la coopération française, enfin je veux dire, la communauté française a continué dans ces pays. Alors, la Guinée, face à ces deux mondes, bien naturellement, la Tchécoslovaquie à l'époque, l'Union soviétique à l'époque, la Pologne à l'époque, tous ces pays de l'Est se sont empressés parce que c'était la guerre froide. Et ils se sont accaparés de la Guinée. Et la Guinée, dans un élan d'abord nationaliste, est devenue finalement socialiste, révolutionnaire, populaire. Mais en réalité, en ce moment, il ne faut pas être dupe. Ce n'était pas ceux qui étaient démocratiques et ceux qui ne l'étaient pas. C'était qui était libéral dans le libéralisme économique de l'Occident et qui ne l'était pas. Ceux qui étaient libéraux n'étaient pas forcés d'être démocrates. Houphouët n'en était pas un. Bongo n'en était pas un. Mobutu n'en était pas un. Mais au moins, ils étaient anticommunistes. Mais ils ne cultivaient pas la démocratie. Parce que d'abord, cette démocratie-là ne pouvait pas se marier avec un parti unique qui était, n'est-ce pas, l'apanage de tous ces pays. Un seul parti. Peut-être avait-il peur que les ethnies ne s'entre-déchirassent entre elles, tel qu'on le voit aujourd'hui. Parce qu'on oublie quelque chose souvent, et je le rappelle. Berlin, 1885, n'a pas partagé l'Afrique. Mais en fait, Berlin a simplement dit, le premier à venir prend là où il prend et les autres le reconnaissent. Il y a des parties de la Guinée qui, sans qu'on, beaucoup ne le savent pas aujourd'hui, ont été cédées par négociation. La région forestière appartenait au Libéria. La région forestière, toute la région forestière n'est devenue part de la Guinée française qu'en 1900, aux alentours de 1910-1911. Une partie de la Haute-Guinée se trouvait avec la Grande-Bretagne en Sierra Leone. Ça a été négocié. Les îles de l'Os, comme le nom l'indique, ça veut dire les îles des fétiches. C'était le Portugal qui a mis pied là-bas, le premier. Ensuite, les Anglais. Et les membres de l'armée britannique, venant surtout du Nigeria, c'est là-bas, c'est la raison pour laquelle on ne trouve dans ces îles que des noms à consonance britannique. Les Thomas, enfin, toutes sortes de noms là-bas, ça n'a rien à voir avec le reste de la Guinée. Mais après, je crois que la France l'a échangé contre les comptoirs britanniques, les comptoirs français de Gambie, et finalement, les îles de l'Os ont été ajoutées à la Guinée. Je vais jusqu'à cette profondeur pour vous faire comprendre quel a été le destin de ce pays. Une fois dans les mains du bloc soviétique, tout ce qui a été fait comme industrie, c'était de la machinofacture. Ça ne pouvait pas être des industries de pointe. La Chine en a fait. Il y en avait au moins 11 unités industrielles chinoises. L'Union soviétique en a fait beaucoup. Et c'était une question de survie pour le régime guinéen. Ce n'était pas parce que nous avions confiance que ça allait nous apporter un quelconque progrès. Et pour beaucoup de pays africains, ça a été, on a vu des pays allant du bloc de l'Est vers le bloc de l'Ouest. Et la Somalie, dont j'ai parlé dans mon livre, est un cas. Même l'Égypte est un cas.
la Guinée aussi a été de ces pays. Alors, le président Sékou Touré a fait 25 ans de pouvoir. 25 ans, pas facile. Et les slogans étaient très forts. Le langage était mobilisateur. La jeunesse était enthousiaste parce que nous croyons encore au bonheur. Il est mort et à sa mort, les militaires ont ramassé le pouvoir. 25 ans encore de régime militaire. 25 ans. Où nous sommes partis d'un extrême à l'autre. Le président Conté n'a jamais montré de tendance socialisante, mais plutôt pas libéral, parce que c'était un laisser-aller. J'ai un ami qui me disait que le Fonds monétaire n'a réussi nulle part en Guinée, parce que l'État même était privatisé. Ça veut dire que là où vous étiez, tout ce que vous trouviez là-bas, vous le mettez en poche, ça vous appartient. Eh bien, quand on privatise l'État, ça veut dire que la corruption est inarrêtable. Et c'est ce qu'on a vécu en Guinée. Je ne fais que survoler. Parce qu'on ne peut pas aller dans le détail, on sera là pour longtemps. Et toujours est-il que, même fatigué, et on le voit dans certains pays, au moins dans un des pays aujourd'hui, même fatigué, totalement sénile, il y avait l'entourage qui veillait. Parce que l'entourage ne se réveille que quand le chef n'est plus porteur, n'est-ce pas, de ses esprits. Ils étaient là, ils ont manipulé, et ils ont tout fait pour qu'il continue, et il a continué. Et j'ai une dame, une de mes soeurs dans cette salle, qui me demandait toujours quand est-ce qu'il va mourir. Je lui disais, il a une mauvaise santé de fer. Parce que j'étais absolument certain que c'est le jour où on s'attendait à ça. C'est pas ce jour-là que ça allait arriver. Bon, bref, on a vécu des moments très difficiles. La guerre à nos frontières. La Sierra Leone est tombée. Le Libéria est tombé. Le Sénégal, c'est peu de répercussions en réalité parce que le mouvement casamançais n'avait pas tendance à créer des pressions ou des menaces sur les frontières des autres, sinon que sur celle de la Guinée-Bissau. Parce que la décomposition de la Guinée-Bissau est venue justement du mouvement casamançais. J'étais alors à la CEDEAO, c'est un dossier que j'ai eu à gérer, et je sais comment, par système de vase communicant, la Guinée-Bissau a été atteinte. Donc, c'est ça le parcours de la Guinée. Conté a eu à contenir, n'est-ce pas, ces velléités d'infiltration des rebelles en Guinée. C'est gloire à lui, mais c'est à des prix très élevés. Et tout cela a fait que on ne voyait pas clair. Nous étions là dans une ambiance où, de plus en plus, notre perspective s'étiolait. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il est resté, il est mort, alors qu'aucune succession n'était préparée. On oublie qu'il y avait une assemblée dont le mandat avait expiré déjà depuis 4 ans. L'assemblée n'avait pas été renouvelée depuis 4 ans. Et en pareille circonstance, comme je le dis, quand le président passe de vie à trépas, eh bien, ce ne sont pas les pêcheurs qui viendront, ce ne sont pas les cultivateurs qui viendront, ce sont les militaires. Et ils sont venus. On a eu un capitaine, fougueux. Il était sur tous les fronts, avec des mots véhéments, essayant d'intimider. On a assisté à des shows, qu'on a appelé même des shows qui ont porté son nom. Mais au total, le résultat était là, on n'avait pas bougé. Alors, la sous-région, et là je dois vraiment saluer les efforts qui ont été fournis par le président Blaise Compaoré parce qu'il a été désigné comme médiateur pour paver la voie en vue de l'avènement de la démocratie. On est passé par plusieurs étapes, mais au total, une élection présidentielle a eu lieu en 2010. Cette élection a conduit au résultat, n'est-ce pas, qu'on connaît.
je voudrais vous dire tout de suite que j'étais du camp du président actuel. J'étais là parce que j'avais foi. J'étais là parce que j'avais confiance. J'étais là parce que je pensais qu'encadré par nous autres et dans le mouvement qu'on a appelé l'arc-en-ciel, que nous allions prendre le chemin, n'est-ce pas, que nous avons voulu dessiner ensemble. J'ai été celui qui a eu la lourde tâche de prononcer son premier discours de campagne alors qu'il était à l'extérieur. Mais ce qui a été dessiné là-bas, je voudrais vous dire tout de suite qu'il l'a accepté, il l'a voulu ainsi. Mais les choses ont commencé à déraper quand il est arrivé et lorsqu'il a voulu d'abord que le mouvement arc-en-ciel, que dans le mouvement arc-en-ciel, tous les autres partis s'effacent pour intégrer son parti, le RPG. Ce qui est du jamais vu quand même. Et je crois que ne serait-ce que par égotisme, les uns et les autres, enfin il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. C'était la première fissure. L'un des actes qu'il a posé, et je vous le dis très honnêtement, ça a été d'abord enlever par décret, je dis bien par décret, tous ceux qui sont élus locaux, communaux, les maires, les chefs de quartier, qui ont été élus et qui ont été enlevés par décret. Oui, la Guinée a de fortes potentialités. Mais ne nous y trompons pas. Comme le disait un de vos grands hommes, un pays sans richesse est un pays pauvre. Mais sans idéal, ce n'est qu'un pauvre pays. Et je crois que les potentialités de la Guinée ne pourront nous permettre de changer que lorsque nous avons de la bonne gouvernance. Que lorsque nous avons un idéal fort qui rapproche le peuple. C'est un peuple qui comprend 4 grandes ethnies, enfin, je ne dirais même pas 4 grandes ethnies, mais 4 grands groupes ethniques. Ces ethnies sont aujourd'hui déchirées, simplement parce que les politiciens jouent là-dessus pour rendre les cas encore plus grands. Et le président de la République lui-même fait partie de ce jeu. Alors, je ne voudrais pas tomber, n'est-ce pas, dans des critiques qui n'auraient pas leur place ici. Parce que je suis opposant, mais je sais pourquoi je le suis aujourd'hui. C'est parce que le chemin qu'on avait tracé n'a pas été suivi. Et il est beaucoup plus sage. Quand vous voyez que le chemin n'est pas suivi et que le mauvais chemin est irréversiblement celui qu'on va emprunter, alors il est mieux pour l'éthique et pour la morale, n'est-ce pas, de se ressaisir et de se poser des questions. C'est ce que j'ai fait. Aux 100 jours déjà, on m'a demandé si le bilan était globalement, quelle est mon analyse du bilan. J'ai répondu que 100 jours ne suffisent pas pour faire, je ne sais même pas d'où est venue l'idée de faire l'évaluation en 100 jours. Encore, nous sommes dans le mimétisme, parce que dans le septentrion, les journalistes fixent la barre à 100 jours, nous sautons là-dessus et on dit 100 jours. On n'a pas les mêmes défis. J'ai dit, mais en 100 jours, on peut savoir la tendance, où nous allons. Quels sont les actes posés pour nous conforter dans l'idée qu'effectivement, il y a un changement. Je dis, sur ce plan, alors le bilan est globalement négatif. L'économie, les potentialités, on a. La première potentialité, c'est l'eau. La nappe phréatique fait 173 000 milliards de mètres cubes, selon les spécialistes. Aller au Sénégal ou en Mauritanie, ou bien même au Mali, au nord, il faut puiser, il faut creuser jusqu'à 200 mètres pour rencontrer l'eau. En Guinée, vous n'atteignez même pas les 10 mètres, vous avez l'eau. L'eau de ruissellement et l'eau de pluie, les fleuves, les rivières, tout cela représente à peu près 200 000 milliards de mètres cubes d'eau. Tous les grands cours d'eau de l'Afrique de l'Ouest prennent leur source en Guinée. Le fleuve Gambie, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger. Ce qui est un atout formidable. Mais comment voulez-vous que l'agriculture marche malgré cette abondance en eau s'il n'y a pas d'aménagement? Sous la Première République, tous les pays, toutes les régions, les préfectures ont reçu leur lot de tracteurs. Mais je vous assure, envoyer des tracteurs sans pédagogie, sans explication, eh bien, l'usage qu'on en fait est autre. Et pour le cas guinéen, dans les années 60, tout ce qu'il y a eu comme importation de tracteurs
ceux à qui on a donné pratiquement gratuitement, parce que c'était à des prix vraiment totalement faibles, parce que c'était subventionné. Alors, ils ont reçu le tracteur et l'ont transformé en moyen de transport, n'est-ce pas, d'un village à l'autre, d'un village au chef-lieu de la préfecture. On envoyait des semences. Il n'y a pas plus obstiné que le paysan africain. Il sait, il croit en sa science. J'ai des frères qui sont partis étudier en Europe et quand ils sont revenus, un de mes grands-pères leur demandait qu'est-ce que tu as fait, toi, philosophie, bon, il explique, toi, économie, il explique. Alors, il arrivait à un autre qui a dit, je fais agronomie. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, agriculture. Mais pourquoi tu es parti pour ça? Parce qu'ils ne croient qu'en la science. Les semences qui ont été données, notamment le Nanken, a été distribué partout. Je me rappelle, le président Sékou a envoyé à l'époque des gens pour vérifier ce que ça avait donné. Alors, quand il arrivait au village, on demandait, alors, comment vous avez trouvé? Ah, il répondait vraiment, président, c'est bon. Monsieur, camarade ministre, c'est bon. Parce qu'on les a mis dans la marmite et c'était bien. Alors que c'était des semences. Il y a des problèmes en Afrique que l'on ne perçoit qu'à l'intérieur de l'Afrique. La mentalité, il faut de façon poussive amener les gens à changer. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est le domaine de l'agriculture. Mais quand 80% de la population s'occupe d'agriculture, et on a coutume à dire que nous sommes fiers que 80% de la population s'occupe de l'agriculture, mais qui ne nourrissent pas les 100%. 80% s'en occupent, mais les 100% ne sont pas nourris parce qu'eux-mêmes, parfois, ne sont pas nourris. Aujourd'hui, l'importation du riz en Guinée, c'est près de 400 000 tonnes. 400 000 tonnes que l'État aurait pu économiser. Ce ne sont pas les terres qui manquent. Vous prendrez des plaines de Monchon, vous trouverez à vue d'œil près de 20 000 hectares d'un tenant. Le long des fleuves, ça n'attend que d'être aménagé. Mais je crois que la faillite de l'agriculture chez nous, c'est qu'on s'est contenté à l'agriculture de subsistance. Les mines, parlons-en. On dit que la Guinée est un scandale géologique, mais la Guinée a toujours appliqué une mauvaise politique minière. Les chiffres qui sont donnés sur la bauxite, sur l'or, sur le diamant, le manganèse, le fer, etc., etc., ce sont des chiffres qui ne semblent pas refléter la réalité. C'est des statistiques d'il y a très longtemps. Et comment, au sein d'un ministère des Mines, la recherche géologique est le département le plus pauvre, le plus démuni? Pour pouvoir faire une bonne politique minière, il faut être sûr qu'on connaît d'abord son sous-sol, qu'on sache quelle richesse se trouve où et pour quelle quantité. Très longtemps, la Guinée est restée sans le savoir, et même maintenant, je dirais. Si bien que le code minier a été tracé ainsi qu'il suit. Ceux qui viennent, et vous pouvez demander à Péchiné, qui a été une grande entreprise en Guinée, qui a pu mettre sur place la première usine de transformation de la bauxite en alumine, Afria, qui est aujourd'hui une société abandonnée, fermée. Et comment on peut faire une politique minière en se basant sur l'accord simplement de 51% pour les expatriés, 49% ou vice-versa. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. J'étais jeune fonctionnaire au ministère de l'Industrie lorsque j'ai été à Kamsar, à CBG. Et j'ai eu le temps d'aller voir la comptabilité de Fria, de Kamsar du moins, parce que la compagnie des bauxites de Guinée, elle est différente de la société Frigia.
Là-bas, c'était avec Alcoa et tout un consortium. J'ai trouvé que sur près de 5 ans successifs, c'était des pertes. Mais ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas en être autrement. Des pertes. Parce que, simplement, les charges avaient atteint un niveau abyssal. Le compte d'exploitation était totalement plombé par les charges. Donc on n'a pas de bénéfice à attendre. Mais ceux qui étaient nos partenaires étrangers, pendant qu'ils ont 49% des actions, tous ceux qui se prenaient comme bauxite, on les vendait à eux. C'était au même groupe qu'on vendait. Ces groupes transformaient cette bauxite en alumine, nous n'étions plus là. L'alumine en aluminium, nous ne sommes plus là. Ils ont tout le temps de faire leur bénéfice de vente, mais pas, n'est-ce pas, à la phase carrière. Et il y a un problème dans la bauxite. Je crois que moi-même, je serais là-dedans, j'hésiterais à investir pour sa transformation en alumine. Parce qu'il y a des produits dérivés de la bauxite. Le germanium fait partie de cela. Le lithium fait partie de cela, dans une certaine mesure. Mais ce sont des matières premières qui coûtent plus cher que la bauxite elle-même. Pourtant, ce sont des produits dérivés. Donc, la conception même de la politique minière a toujours été mauvaise. Des entreprises venaient de l'extérieur pour venir chercher cette course effrénée cette course effrénée au kilomètre carré de bauxite ou de ceci. Les entreprises venaient, on leur donnait, n'est-ce pas, des permis. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'investissaient pas dans l'immédiat parce qu'on leur donnait du temps. Étant donné qu'on ne maîtrise pas le sous-sol, l'entreprise qui venait, on te dit, tu as 3 ans ou 4 ans pour explorer. Si tu trouves, alors tu commences à exploiter en retrocédant 50% à l'État. Mauvaise politique. Ces gens qui venaient, prenaient ces licences, allaient sur le marché de Toronto, se faire coter en bourse, commencer par 0, quelques dollars l'action, et monter ainsi jusqu'à s'enrichir sans avoir investi un seul sou. La politique minière se résumait à ça. Et ça, c'est le résultat vraiment de la fermeture du pays. Quand un pays est fermé, tu reçois de mauvais investisseurs pour la plupart, mais quand tu es ouvert, tu as le choix entre les bons et les mauvais. Au moins, cela est simple. Alors, pourquoi il y a eu la taxe spéciale sur la bauxite? C'est parti de rien. Ce n'est pas la peine que je vous rentre dans le détail. Mais Sékou-Touré ayant compris qu'on ne gagnait aucun sou dans CBG, il a dit chaque tonne maintenant qu'on sort, on doit payer une taxe. Il a imposé ça aux partenaires. La Guinée gagnait, bon an, mal an, au moins 250 à 300 millions de dollars dans ça. Ça s'est réduit comme peau de chagrin quand le président Conté est venu, et on est tombé jusqu'à 100 millions par an. Bon, les rapports de force n'étant pas les mêmes, on profitait des fluctuations, n'est-ce pas, de la bauxite sur le marché ou de l'aluminium sur le marché, et on disait, bon, ça ne va pas, et on baissait. On a continué aujourd'hui, je ne suis même pas certain qu'on atteint les 90 millions. La politique minière a été mauvaise. Elle est encore mauvaise aujourd'hui. Je voudrais rappeler que sous le président Alpha, lorsque tout le monde a dit que le code minier qu'ils avaient fait était mauvais, il a donné 10 jours à l'Assemblée transitoire, le Conseil national de transition, pour adopter ce code. Le code a été adopté. Et quand il a été adopté, alors que d'ailleurs la Constitution stipule un nombre minimum qui dépasse largement les 10 jours. Mais il devait aller entreprendre un voyage et il a imposé que cela soit fait. C'est quelque temps après que lui-même se rend compte qu'il s'est trompé. C'est un exemple. L'affaire Rio Tinto, puisque ça fait couler beaucoup d'encre, Rio Tinto est en Guinée depuis longtemps. Si je dis qu'ils n'ont pas fait d'investissement, au moins on a vu leur machine sur le mont Simandou. C'est une montagne à nul autre pareil en Guinée, et je dirais même en Afrique. Parce que c'est une montagne qui a
sur la partie élevée, rien que du fer, un fer pur, à près de 77% de teneur. On n'a pas besoin de le laver sur 30 ans pour le faire usiner. Dans la partie alluvionnaire, il n'y a que du diamant. Alors, pour le retour des 50%, Rio Tinto voulait que la Guinée se contente de la partie alluvionnaire, donc rien que du diamant, parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et eux, ils prennent la partie, n'est-ce pas, au sommet. C'était là le débat. Et puis, BSGR est arrivé, qui a eu un permis dans la région, il faut le reconnaître. Mais ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'étais Premier ministre quand BSGR m'a demandé de leur donner 2 blocs de Rio Tinto. J'ai dit non, c'est pas faisable. Même si on a des choses à reprocher à Rio Tinto, c'est le droit qui doit, n'est-ce pas, nous défendre. Ce n'est pas l'absolutisme. Je ne suis pas dans ça. Et je vous dis que c'est 2 jours après mon départ de la primature que ces 2 blocs ont été donnés par le nouveau Premier ministre sous la signature du président, dont la femme était intéressée. C'est une saga que vous connaissez maintenant, qui est digne d'un film d'Hollywood. Mais le combat, je l'ai mené en tant que Premier ministre. Je n'étais pas président, je n'avais pas les coulées franches. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, on m'a foutu à la porte. Et c'était tant mieux. Parce que, honnêtement, c'eût été insupportable pour moi. Alors, le professeur Alpha est arrivé et il a commencé les pressions, à juste titre, peut-être, mais encore manque de méthode. Il réclame l'argent. Rio Tinto verse 700 millions. À quelles conditions? C'est ici, à Paris, j'étais là quand on m'a dit « Ah, il a pu avoir 700 millions. » Mais je vous le dis, mesdames, messieurs, ces 700 millions appauvrissent beaucoup plus la Guinée. Parce que les conditions sont impossibles. Et aujourd'hui, c'est placé à un compte d'attente à Genève. Malgré tout, le compte a commencé déjà à s'amenuiser de la façon la plus opaque. De la façon la plus opaque, je le dis. Je vous le dis franchement, il n'y a rien qu'on puisse faire contre quelqu'un qui fait du bon travail. On est tous aujourd'hui, si vous voulez, mus par la volonté de changement dans ce pays. Mais quand le travail est mal fait, il faut le dire. Et le président lui-même a reconnu publiquement qu'il s'est trompé, qu'on l'a trompé pour signer ce contrat. Mais pendant ce temps, c'est signé. Et Rio Tinto est fort de cela. Et du coup, avec le bras de fer, Rio Tinto a réduit sa taille. C'est aujourd'hui le tiers qui fonctionne. Les sociétés sous-traitantes, telles que Fluor, telles que Vale, ont fermé boutique, sont parties. À cause des mêmes pressions, à cause des mêmes chantages. Et c'est ce qui explique en grande partie le problème d'emploi aujourd'hui en Guinée. Les sociétés minières ont fermé en cascade. D'autres sociétés de prestations telles que le groupe Accor, qui possédait l'unique hôtel qu'on avait d'ailleurs, ils ont dû quitter sous les mêmes pressions. Une entreprise dans la téléphonie, Sotelgui, a dû fermer. Ce sont des centaines de travailleurs qui se sont retrouvés sur le cas. Et que dire de Fria? C'est une usine, les Guinéens l'appelaient la première usine d'alumine en terre africaine. Mais elle est fermée. Elle ne marche plus. Il n'y a pas encore plus de 4 jours, ils étaient en rébellion là-bas. Les travailleurs, les anciens travailleurs, les citoyens, parce que de cette usine, on tirait l'électricité et tout. Alors, je ne vous dirai pas qu'on doit pleurer sur le sort de la Guinée. Parce que ce n'est pas un phénomène surnaturel. Quels que soient les domaines que vous prenez, l'université, l'école, aujourd'hui, je le dis à quiconque veut le vérifier, allez dans l'université pour voir les étudiants étudier. Vous trouverez que ceux qui sont dehors aux fenêtres sont plus nombreux que ceux qui sont dedans. Ce n'est pas de la fenêtre qu'on peut apprendre. L'infrastructure manque. Les professeurs manquent. Et tout cela doit se faire avec méthode. Pour amener la Guinée, parce que l'éducation est fondamentale.
on est souvent émerveillé devant ce qu'on voit dans les Émirats, ce qu'on voit à Dubaï notamment. Bien naturellement, il peut y avoir plusieurs causes. Mais les jeunes Émiratis, ceux de Dubaï qui se sont formés ici à la Sorbonne, je crois qu'il y a déjà une branche de la Sorbonne là-bas d'ailleurs, ceux qui sont partis à Oxford, ceux qui sont partis à Harvard, ceux qui sont allés un peu partout, c'est eux qui ont révolutionné, n'est-ce pas, ce pays, par leur savoir-faire, parce qu'ils ont appris, et ils appliquent et ils ont le bon leadership, qui écoute et qui suit leurs conseils. Je ne dis pas que tout est parfait, loin s'en faut, mais au moins, on s'émerveille, et je préfère faire la même chose et tomber dans les mêmes erreurs, parce qu'on a vu que la crise financière qui a frappé le monde les a frappés durement. C'est presque inévitable, mais je préférerais cela avec les mêmes conséquences que d'être éternellement pauvre. La Guinée est dans cette situation. On ne peut pas parler de tout ça, je ne veux pas prendre secteur par secteur. Avant-hier, il y a 4 jours, c'est un enfant qui tombe malade, il va à l'hôpital, on demande à sa famille et à ses amis 2 millions de francs. 2 millions de francs, c'est quoi? C'est, disons, presque... Hein, combien d'euros ça peut faire? 200 euros. 200 euros. Et il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. L'hôpital a dit qu'il ne peut pas soigner. Et finalement, l'enfant est mort. Et les jeunes ont saccagé l'hôpital. Saccagé. Et très souvent, c'est comme ça. Quel que soit le secteur que vous prenez, vous trouverez qu'il y a beaucoup à faire. Bien naturellement, je ne reproche à personne. Tous les Guinéens sont coupables. Tous sont fautifs. Parce que le pays a dégringolé devant nous tous. Lorsque je suis arrivé, je me suis trouvé comme un chameau dans une bouteille. Et ce n'était pas du tout facile. Mais au moins, au forceps, en 5 mois, les Guinéens sont dans cette salle. Le taux d'inflation a baissé de 40% à 10%, constaté par le Fonds monétaire international. J'ai trouvé le dollar à 8200, 8300 francs guinéens. En 5 mois, c'est venu 2500. La Guinée n'a pas besoin d'une monnaie faible parce qu'on n'exporte que très peu. Et le produit qu'on exporte étant la bauxite, on n'a vraiment pas besoin, dont les prix d'ailleurs sont fixés sans nous, on n'a pas besoin d'une monnaie faible. C'est pourquoi il fallait au moins penser à l'inflation, penser au panier du consommateur pour essayer d'avoir une politique monétaire saine qui rend le franc plus stable. Mais depuis lors, quand j'ai quitté, on était à 4000 parce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont dit quand même pour des catégories telles que les anciens combattants, il fallait penser que 2500 c'est trop faible pour compenser la baisse des prix, pour leur faire gagner l'avantage de la baisse des prix. C'est à cela qu'avec la Banque centrale, nous avons décidé de laisser filer jusqu'à 4000. Quand je quittais, c'était à 4000, 4100. Aujourd'hui encore, le dollar est à 7100 au moment où je vous parle. On parle de réussite, de politique macroéconomique. Ce n'est pas la macroéconomique qu'on bouffe. On ne doit plus voir nos pays avec un regard de comptable. Prendre le produit intérieur brut, tout pays qui s'affaisse, pour peu qu'il fasse un peu, le produit intérieur monte. C'est facile ça. Mais ce n'est pas ce qu'on mange. Aujourd'hui en Guinée, ce n'est un secret pour personne, les gens vont voler la marmite au feu quand les gens sont en train de faire leur cuisine. On vole. Mais ce n'est pas des voleurs. Ils ont faim. Est-ce que ce phénomène peut être considéré comme désespéré? Je dis non. Mais ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas un volcan. Ce n'est pas un phénomène surnaturel. Il s'agit de quelque chose qui est à la portée des hommes. Pourvu qu'ils aient la volonté. Pourvu que l'excellence ne soit pas brimée. Parce qu'en Guinée, tous ceux qui réussissent sont combattus. Comme je l'ai dit dans un de mes discours,
C'est un peu comme si un pays, une nation, la nation Guinée, se trouve face à une autre nation, match de football, on dit celui qui gagne, la nation qui gagne a le bonheur éternel. Eh bien, en Guinée, on nous mettra tous dans l'arène, et à la 89e minute, la Guinée aura un penalty. Il s'agit de marquer pour être dans le bonheur éternel. Quand on dit Diallo tire, on dit non. Quand on dit Cissé tire, on dit non. Kouyaté, surtout pas. Quand on est là et le temps passe, l'arbitre finira par dire, écoutez, vous ne voulez pas gagner, le match est arrêté, l'équipe adversaire gagne. Voilà la réalité. Les Guinéens doivent apprendre à s'aimer, à encourager l'excellence, la recherche. On n'en parle pas. Vous nommez quelqu'un, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, ministre du Plan, ou ministre de ceci ou de cela, il va sauter de joie. Nommez le ministre à la Recherche, il va pleurer. Parce qu'on n'en a pas. Parce qu'on n'est pas créatif, imaginatif, au point de savoir que c'est la recherche. D'abord, elle est mystifiée chez nous, la recherche. La recherche commence par le bricolage. Il faut bricoler, on a des bricoleurs là-bas. Il suffit d'un support sérieux, d'un financement adéquat. On ne sera pas au niveau de vos pays, mais au moins je connais des jeunes talents là-bas qui méritent d'être aidés. Je n'ai fait, parce que la question qui va venir, mais vous avez fait la primature, 15 mois. 3 mois pour mettre en place un gouvernement de 19 ministres, ceux qui étaient une première en Guinée. Tout dernièrement, le gouvernement a été remanié. Le précédent gouvernement, le premier gouvernement sous Alpha, 50 membres. On vient de le remanier, on est à 55. On ne peut pas aller dans cette nébuleuse. Gouverner, c'est savoir faire mal parfois, si c'est pour la bonne cause. Ne pas être trop sentimental. Mieux vaut punir que de continuer à faire honneur. Alors, la solution, ça passe par chacun de nous. Puisque on ne peut s'épanouir que dans la démocratie, il faut respecter les principes de cette démocratie. Pendant la campagne présidentielle, on m'a demandé si vous étiez président, quel est le premier acte que vous allez poser? J'ai répondu, bien sûr, que la tâche d'un chef d'État, c'est d'abord de former un gouvernement. Ça, c'est pas très important. Mais la première grande tâche que je vais essayer de faire, le premier acte que je vais prendre, c'est de faire introduire par le gouvernement à l'Assemblée une loi portant sur le caractère sacré des lois. En Guinée, les lois ne sont pas respectées. Les lois qui sont votées à l'Assemblée sont votées à la tête du client. Et ça change. D'ailleurs, ça joue des tours au parti au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vous dessinez les lois en votre faveur. Et quand vous êtes dans l'opposition, alors ça s'applique contre vous. Et les gens n'ont pas compris ça. Les opposants n'ont pas compris ça. Alors, mesdames, messieurs, je ne veux pas trop, n'est-ce pas, élaborer sur la Guinée. Il y a tout à dire. Mais je ne le fais pas pour toucher à votre sensibilité. Je le dis parce que je crois vraiment que ce pays a besoin d'un véritable changement. Je m'en fous de qui sera président. Si celui qui est là fait bien le travail et qu'on sente qu'on va quitter, n'est-ce pas, ces difficultés, je vous assure, je serai le premier à applaudir. Mais à l'heure, là, je vous le dis, ceux qui ne le savent pas doivent le savoir ici, que la situation se présente mauvaise. Elle est mauvaise du point de vue sécuritaire. Tous les jours, il y a des morts. Ce n'est un secret pour personne. Tous les jours. L'impunité. Le ministre de la Justice a eu, je crois que c'est le ministre des Droits de l'Homme qui a dit qu'il a échoué. Il l'a dit publiquement. Dans des émissions radio. Bon, cela suffisait pour qu'il ne soit plus reconduit. C'est l'un des rares qui est resté à la touche. Parce qu'il a reconnu que la justice ne faisait pas son travail. Des gens qui sont morts dans des circonstances vraiment, je dirais, à la limite du gangstérisme, tir à balles réelles, c'est resté impuni. Des
engagements ont été pris, des discussions ont eu lieu. Ne serait-ce que la compensation, enfin, aider leur famille, cela n'a pas été fait. Et le jugement n'a jamais été fait. Je ne cherche pas à vous apitoyer. Mais je voudrais dire que, pour terminer, que la Guinée dont on parle, c'est cette Guinée à très haute potentialité. Mais c'est cette Guinée à très haute pauvreté. Aidez-nous que la relation entre le Nord et le Sud joue. Par métaphore, je disais qu'il est des relations internationales comme il est d'un losange, avec ses côtés Nord, Sud, Est, Ouest. Quand vous rapprochez les côtés Est et Ouest d'un losange, le Nord s'éloigne du Sud. Pour que cela ne soit pas, il faut que la main qui ramène l'Est près de l'Ouest soit une main fédérative, une main qui englobe l'ensemble du losange. On court après des relations sereines, vous avez le mérite. L'Europe a tout donné à l'humanité dans la science, dans la technique, dans les technologies, mais n'oublions jamais que l'Europe aussi, je vous le dis avec regret, vous le savez, l'Europe nous a donné 2 grandes guerres où nous avons été impliqués. L'Europe a bien fait de penser, et cela, le mérite revient à tous ceux qui ont lutté pour ça au lendemain même de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les cendres étaient encore chaudes, de lancer l'accord charbon-acier qui a donné l'embryon de l'Europe telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais comme il m'est permis de parler du monde, je dirais que je suis aussi un Européen, du moins convaincu, qui se dit de l'extérieur que la réalisation de l'Europe telle que nous la souhaitons apportera beaucoup. La paix, ça, certainement que ce qui a été fait diminue aujourd'hui la tendance. Mais l'Ukraine nous appelle parfois à plus de mesures dans nos jugements. Je n'exagère pas au-delà de ce que ça peut être. Personnellement, je dis qu'avec philosophie, que Moscou ne franchira pas un certain pas et ceux d'Ukraine ne franchiront pas aussi l'autre pas. On va rester dans cette situation jusqu'à ce que véritablement une solution soit trouvée. Mais avant ça, il y a eu la guerre des Balkans. J'étais aux Nations Unies, je sais ce dont on a souffert. Donc, l'Europe est au cœur de nos préoccupations aussi parce que chat échaudé craint eau froide. Même quand l'Europe est froide, nous, chats, nous avons peur de cette eau froide. Parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, des guerres ici. Je vous le dis en toute amitié. Et je crois que ce que j'ai dit, j'aurais pu parler d'autre chose, de Somalie, sur pays sur lequel, n'est-ce pas, apporter mon livre. Mais je suis sous haute garde. Je ne me permettrai pas d'en parler, mais si je dois dire 2 mots, je dirais ceci. Beaucoup peuvent se demander pourquoi la Somalie, pourquoi j'en parle maintenant. D'abord parce que la guerre continue là-bas, sous une autre forme. Quand moi je quittais, il n'y avait pas Al-Shabaab, il n'y avait pas Al-Mansour, Al-Jama. Ce sont des mouvements intégristes qui sont là-bas aujourd'hui. Même il y a 4 jours, il y a eu des morts. 7 personnes tuées et combien de blessés? C'est un pays, n'est-ce pas, totalement en faillite. Ça a commencé depuis 91 et bien avant d'ailleurs. On sentait la chose venir. Mon livre porte sur ça. C'est pourquoi je l'ai appelé de la chaleur onusienne, du brasier somalien à la chaleur onusienne. Parce que j'ai vu de tout en Somalie. On s'empresse de dire parfois il faut envoyer des troupes. Il faut envoyer des troupes. Ça doit être le plus multinational possible. C'est bien. En Somalie, j'ai vu près de 32 pays composant un contingent de, enfin, un groupe de près de, au pic de 29 000 hommes en Somalie. Mais les gens ne se représentent pas parfois
quels sont les effets pervers d'une telle diversité. Je vous jure, croyez-moi, plus on envoie de troupes, plus la coordination, l'harmonie devient difficile. Dans ce livre, je le raconte. Oui. Les Américains, c'était la première fois que je les voyais en béret bleu. Et c'était amusant de les voir en béret bleu. Mais ils étaient là. C'était la première fois. Casque bleu, par les soldats américains, mais en même temps, on a envoyé, n'est-ce pas, Delta Force, on a envoyé les Rangers, qui n'étaient pas sous commandement onusien. Vous voyez cette duplication. D'un côté, des forces qui appartiennent aux Nations Unies, de l'autre, des forces qui n'appartiennent pas aux Nations Unies. En fait, ce n'est même pas propre aux États-Unis seulement. Les plus petits pays qui envoient des contingents, le commandant en chef des forces dirait « Allez à tel endroit, ce pays, il faut d'abord que son contingent lui demande et qu'il dise, et très souvent, il dit non. » On a vécu des drames en Somalie, c'était lié à l'insubordination des troupes au commandement unifié. Pourtant, on parlait des forces des Nations Unies. Boutros Ghali a eu des problèmes avec les Américains parce qu'il a voulu révolutionner. Le changement est difficile dans nos pays, tout comme aux Nations Unies. Il a voulu que les forces des Nations Unies soient considérées, les soldats soient considérés comme les soldats du monde, qui ne répondent plus à aucune injonction. Quand vous réunissez les troupes françaises, les troupes américaines, des troupes canadiennes, etc., etc., et vous donnez le commandement à un Turc, c'était le cas en Somalie, le général Bir, ils s'en foutaient tous de ce qu'ils donnaient comme ordre. Les soldats pakistanais ont été tués, c'était justement dans ces contradictions. Mais comme on le sait, je l'ai dit aux États-Unis, il faut que vous, quand vous participiez à des opérations, que vous fassiez tout, que tous les membres, les 5 membres permanents fassent tout pour qu'il y ait de la clarté, n'est-ce pas, dans l'opération, c'est-à-dire la philosophie de l'opération. Si c'est flou, et si on vacille entre le chapitre 6 et le chapitre 7, le chapitre 6 étant les négociations, le dialogue, l'arbitrage et l'imposition de la force recommandée par le chapitre 7, si on hésite entre les deux, alors le chaos est prévisible. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu au sein de ça. C'est pourquoi j'ai dit que la Somalie m'a donné des espoirs, mais aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de frustration parfois. Et aujourd'hui, la guerre continue. Et ce qu'il y a de pire, après le départ des Nations Unies, c'est qu'aujourd'hui, quand je quittais, il n'y avait que le Somaliland qui avait pris son autonomie. Mohamed Egal en était le premier président. Mais aujourd'hui, vous avez le Puntland, vous avez le Jubaland. Et comme je le craignais, après l'accord d'Addis Abeba en 1993, les Américains voulaient qu'on développe rapidement la police, mais pas d'organe central. Je leur ai dit, mais s'il n'y a pas d'organe central à qui la police rapporte, soyez sûrs que des États vont se créer encore en Somalie, au-delà du Somaliland. Aujourd'hui, on doit être à 3 ou à 4 États constitués qui refusent de s'intégrer. Le Puntland dit, quand il y aura la fédération, on fera partie. Mais le Jubaland, moi je ne le connaissais pas à l'époque. Le Puntland, même quand je quittais, ce n'était pas encore formé. Il n'y avait que le Somaliland. Les choses ne sont pas du tout faciles. C'est pourquoi les opérations françaises en Centrafrique, au Mali, beaucoup croient que l'Europe a failli, mais moi je réponds toujours en quelque chose, parfois malheur est bon. S'il y a trop de pays, vous ne savez pas que les risques de contradiction sur le terrain aussi sont graves. C'était le cas entre l'Italie et les États-Unis en Somalie. Flagramment, on a vu l'Italie et les États-Unis s'opposer sur les opérations, sur le concept d'opération. L'état-major, qui est constitué des chefs d'état-major des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, quel que soit ce que cet état-major définit au Conseil de sécurité, c'est souvent faussé sur le terrain.
Ces contradictions ont porté trop de préjudice et les contradictions entre les États membres aussi, quelques États membres et le secrétariat portent des préjudices. En fait, on n'a pas encore atteint l'idéal d'opération qui puisse permettre à la communauté internationale de dire enfin, on y est, il y a un corps qui est défini et qui va travailler. Mais ne soyons pas idéalistes, il y aura toujours des guerres. Penser que l'humanité peut aller comme ça, on peut assister aux 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, telle que l'Europe l'a vécu, mais à un moment donné, il y aura toujours, n'est-ce pas, des problèmes. Simplement, il faut qu'on soit prêt à faire face à ces problèmes et à faire appel à notre intelligence pour pouvoir y trouver solution. Je vous remercie. Je vais inaugurer mon cher Lansana. Alors, merci pour ces explications. Et d'abord, merci à Joël pour sa très belle présentation de la situation en Guinée. Et alors, il y a tellement de choses à demander. Alors, j'ai choisi de poser une question sur une des parties qui me semble fondamentale lorsqu'il s'agit du développement de la Guinée. Donc, question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question qui se pose à plusieurs pays en Afrique, c'est-à-dire comment gérer toutes ces ressources minières, comment négocier d'égal à égal avec les Chinois, avec je ne sais pas qui, et veiller à ce que les pays aient des accords assez équitables, assez fair-play, assez équilibrés. Est-ce que maintenant on sait le faire? Est-ce qu'on est toujours réduit à être un petit peu des gens qui se font avoir parce que on n'a toujours pas développé cette force de négociation et on n'a pas appris de l'expérience et du passé? Voilà. On sait faire. Il faut y aller, passer. Non, j'ai un commentaire et deux questions. Le commentaire porte sur la situation de l'agriculture, qui est en fait une problématique qu'on trouve dans de nombreux pays, c'est-à-dire le manque de capacité des agriculteurs à transformer. Ils produisent, mais il y a une captation quand on regarde la chaîne de valeur, une captation de la rente qui était faite par les pays européens et maintenant qui est faite par les BRIC, c'est-à-dire les Indiens, les Brésiliens, etc. Donc le commentaire, c'est qu'on arrive finalement à une situation qui est transversale à beaucoup de pays africains, et pas simplement à la Guinée. Et donc les politiques n'ont pas su jouer le rôle de mettre en place des infrastructures, notamment des usines de transformation, et notamment, et plus particulièrement, l'organisation des filières agricoles dans de nombreux pays. Donc ce que vous soulevez en Guinée, on le retrouve dans de nombreux pays, y compris les pays où on a des filières structurées comme en Côte d'Ivoire, sur la noix de cajou, et encore pas si structurées que ça. Les deux questions sont les suivantes. Sur la situation de l'usine de Fria, c'est une vraie bombe sociale. La question est la suivante. Ne pensez-vous pas que les Russes vont réinjecter de l'argent pour permettre à la situation de se débloquer et de faire en sorte que l'usine fonctionne? Puisqu'il y a des accords qui sont en cours et des discussions qui sont en cours. Les montants en euros sont assez élevés d'ailleurs. La deuxième question, et j'en aurai terminé, sur Tinto. Ne pensez-vous pas que pardon ? Rio Tinto ? Oui, Rio Tinto, oui. Ne pensez-vous pas que le vrai problème se situe sur la mise en place d'un chemin de fer qui va bien entendu prendre énormément de temps à construire et qui fera probablement exploser les coûts
et amènera une situation finalement dégradée chez les partenaires. Ces deux exemples sont des sociétés vitrines pour le pays, et aujourd'hui, la situation que connaissent ces investisseurs envoie une image assez désastreuse sur d'autres partenaires. Vous avez d'ailleurs cité d'autres entreprises qui ont quitté le pays. On voit bien que la situation ne peut pas aller en s'améliorant. Voilà à peu près mes deux questions. Merci. Merci. Si vous me permettez, je vais répondre rapidement aux deux questions, on va passer à d'autres. Marie demande comment gérer le potentiel minier. On n'inventera pas la roue. Le potentiel minier est très bien géré au Botswana. Qu'est-ce que le Botswana a fait? D'abord, respect total de la transparence tel que les accords sur le diamant ont été signés. C'est d'abord ça. Deuxièmement, les sociétés qui ont la totale autonomie ont été créées. Une société au moins d'État qui prend en main les ressources du sous-sol, qui se fait coter en bourse. De l'argent peut être levé déjà, comme le font les privés. Quand j'étais Premier ministre, j'ai suspendu 77 contrats miniers. 77. Parce que simplement, il y en avait là-dedans qui ont eu la licence de bauxite, mais qui étaient, n'est-ce pas, des sociétés de manutention maritime. Aucune expertise. Mais tout c'était à la bourse de Toronto là-bas. À mon avis, il faut d'abord que les Africains soient plus regardants sur leur capacité de maîtriser leur sous-sol. Savoir, comme je l'ai dit, ce qui se trouve où. Et pouvoir avoir la possibilité de former des cadres. On a beau dire, il y a des cadres, on peut en apercevoir par-ci, par-là. Mais une sorte de masse critique de cadres compétents et qui ne soient pas aussi à la merci de la corruption ferait qu'on tiendrait mieux dans les négociations. Mais la négociation demande du souffle. J'ai remarqué que dans beaucoup de pays africains, on n'a pas le souffle. Passer 2 mois sur une négociation, la capacité du négociateur faiblit. Et c'est le moment que l'on choisit pour accepter presque tout. Ça va du plus simple au plus complexe, mais commençons d'abord par mettre en évidence la formation, n'est-ce pas, des cadres dans le secteur minier. Comme, je crois que c'est Clément qui a pris la parole la deuxième fois, et il l'a dit, bon, ce n'est pas des particularités à la Guinée, il y a beaucoup de pays qui font ça. Et les mouvements d'intégration régionale, les organisations d'intégration régionale doivent pouvoir harmoniser leurs politiques, les politiques minières. Parce que ce que font certains investisseurs, c'est de venir dans un pays où il y a la bauxite pour dire « j'ai eu la licence à ces conditions en Guinée. Vous devez me donner à telles conditions. » Mais si c'est harmonisé, il n'y aura plus de différentiel. Ainsi, ensemble, ces pays-là pourront aller. Oui, vous avez dit comment traiter d'égal à égal avec les Chinois. La coopération avec la Chine a des avantages et des inconvénients, bien sûr, comme avec tout pays. L'un des principaux inconvénients de la coopération avec la Chine, je l'ai dit aux Chinois eux-mêmes, c'est que tous les investissements qu'ils font, la main-d'œuvre vient de la Chine. C'est criard. Ce n'est pas le seul inconvénient. Je vous donne un exemple. La teinture en Guinée a été initiée par de braves femmes qui l'ont imaginée depuis la sortie, n'est-ce pas, de la Guinée, à l'accession de la Guinée à l'indépendance. Toutes les femmes de la sous-région, notamment celles du Mali, sont venues apprendre en Guinée à faire de la teinture. Il a fallu attendre l'arrivée des Chinois pour d'autres activités. Pendant ce temps, ils achetaient ces teintures. Ça se fait de façon artisanale. Et ils sont partis l'industrialiser dans un des cantons, n'est-ce pas, de Chine. Aujourd'hui, cette profession a tendance à disparaître en Guinée parce que c'est transformé, ils l'ont industrialisé en Chine et ils envoient ça sur le marché guinéen pour être vendu. Donc c'est tout un corps de métier qui est en train de disparaître. Mais vous savez très bien que les chefs d'État africains aimeraient que ceux qui viennent investir ne se mêlent pas de leur politique.
c'est ce que fait la Chine. Bouche cousue, et on vient, on investit. Mais on ne voit pas les effets pervers de ces investissements. Il faut savoir dire la vérité. Il y a d'autres choses. Des Chinois viennent chez nous. Ils sont, je le sais parce que tout ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vécu. Un Chinois, un ami chinois, bon, c'est peut-être parce qu'il est de Taïwan et l'autre était de la Chine continentale, mais c'était son ouvrier. C'est la forêt forte, il travaillait dans la forêt. Il coupait du bois. Et il avait un bureau à Conakry où il avait aussi des gens là-bas qui travaillaient. Mais il m'a dit un jour, je te dis la vérité, tous les cabinets chinois dans la médecine que vous voyez, c'est pas vrai. Moi, j'ai un ouvrier. Il a un cabinet. Il n'a jamais fait la médecine. Allez à Conakry ou ailleurs, vous trouverez ce qu'on appelle les pharmacies ambulantes. Ce sont des produits chinois. On met dans les gélules, on est guéri. Mais ce sont des effets pervers de la coopération chinoise. Il faut qu'on se le dise. Ça ne veut pas dire que les Chinois n'apportent pas, ils sont pragmatiques. Ils viennent vous parler affaires. Et leur force, je crois que même beaucoup de pays doivent se référer à ça parce que aujourd'hui, les banques en Chine sont pratiquement décentralisées. Les banques de Canton supportent les investisseurs de Canton. Les banques de Shanghai supportent les investisseurs de Shanghai. J'ai vu des Américains sous-traités avec les Chinois pour rentrer en Afrique. Et tout cela ne se fait pas pour rien. Donc, je crois qu'il faut être ferme, il faut former la capacité de négociation, parce que les négociations, ce n'est pas facile, c'est harassant. Mais une fois qu'on est formé, d'abord qu'on sait de quoi on parle. Mais malheureusement, l'un des problèmes de ce continent, de notre continent, c'est aussi le changement des cadres. Un technicien, un expert est là dans un domaine donné, on l'envoie se former pour acquérir plus à l'extérieur. Avant son retour, sa place est occupée, on l'affecte ailleurs dans un secteur qu'il n'a jamais occupé. C'est rebelloté, passez-moi l'expression. Voilà des mesures qu'il faut prendre pour que nous soyons contemporains de notre présent, c'est-à-dire être à même de discuter, être à même de négocier en toute connaissance de cause. Oui, M. Clément a bien raison de parler justement de l'agriculture en termes de captation de rente. C'est ce que j'ai dit. Parce que le paysan, finalement, d'abord il s'occupe de l'autosubsistance pour faire vivre sa famille. Au-delà, ça ne l'intéresse plus. Parce que souvent aussi, et là je vous le dis, c'est un des problèmes qu'on a eu au départ. Le président Alpha a interdit aux récoltes de circuler d'une sous-préfecture à la préfecture centrale. Et là, communiste, on interdit la circulation, n'est-ce pas, des biens. Oui, mais le vrai problème, c'est un problème de survie. Le vrai problème de l'Afrique, c'est que le vrai problème, c'est celui de la survie. Vous pouvez leur donner un tracteur, vous pouvez leur donner de l'argent, mais au fond, ce qu'ils souhaitent, c'est pas la démocratie, c'est nourrir leur famille à la fin de la journée. C'est ça le point fondamental de l'Afrique. Un fonctionnaire, quand il sort du ministère, il doit rentrer chez lui, il n'a pas forcément l'électricité, et son problème de vie, c'est comment il fait pour nourrir sa famille. Je suis d'accord. Et ça, c'est pas la question que vous avez posée. C'est vrai, mais la question que vous avez posée, c'est d'abord, vous avez mis l'accent sur justement la captation de la rente, ce qui est vrai. Parce que ceux qui viennent du Nord, on leur donne des parcelles. Moi, je sais, puisque j'ai été contacté aussi par certains. Donnez-nous telle superficie, donnez-nous telle superficie. Et on leur donne. Et malheureusement, très souvent, à la signature même de l'accord, c'est pour l'exportation quand le besoin. Je vous dis que la Guinée importe 400 000 tonnes, n'est-ce pas, de riz par an. 400 000 tonnes. Il y a un phénomène aussi qui a besoin d'être signalé. Les Guinéens ne mangeaient pas beaucoup de riz avant.
les céréales, l'alimentation était très diversifiée, selon qu'il s'agisse de la côte, que du Fouta, que de la Haute-Guinée, que de la Guinée forestière. Mais le riz s'est imposé partout, au détriment des autres aliments qu'on faisait. Dans la région de la Basse-Côte, ils étaient contents avec le manioc et le ragoût de manioc et de poisson. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un ne mange pas du riz, c'est d'abord, il devient l'objet des colibets des voisins en disant « Ah, il n'a même plus d'argent pour payer le riz. » Non, je vous le dis franchement. Mais vous avez parfaitement raison sur ce plan. Alors, il n'y a pas à discuter. On a besoin, monsieur, à la fois de nous alimenter et de la démocratie. On a besoin des deux. Et les deux ne sont pas incompatibles. Les deux peuvent aller ensemble. On n'a pas que du ventre. On a aussi un cerveau. On a besoin de liberté. On a besoin de liberté. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous affirmer dans le concert des nations. Et cela ne peut se faire que quand la démocratie respire. On a besoin donc de tous les deux. Oui, l'usine de Fria, vous dites que les Russes... Écoutez. C'est une question. Hein. Oui, c'est une question. Mais moi, je suis très dubitatif. Et je vais vous dire pourquoi. L'usine de Fria a été bradée sous le régime Conté. Et on sait ceux qui l'ont fait. Sans nul doute. La valeur d'acquisition a été de 19 millions de dollars. Quand la valeur vénale était à 250-300 millions. Ça a été bradé. Tout le monde le sait. Je le savais quand j'étais venu. Et Dieu seul sait, j'ai eu maille à partir avec Russell. Mais j'étais convaincu d'une chose. L'usine marchait déjà quand. Si vous n'employez pas de droit pour aborder de telles questions, quand l'usine s'arrête, alors ce sont les travailleurs, c'est les habitants de ce petit village en 1960 quand Pichiné le faisait, qui est devenu une grande agglomération aujourd'hui. Et tous sont en train de souffrir. Ils ont brûlé les commissariats, les trucs, ils ont tout brûlé il y a 4 jours, 5 jours à peine, à cause de cela. Mais pourquoi je suis dubitatif? Quand le professeur est venu, il a demandé aux Russes, à Russell, effectivement de payer les 300 millions. Ça ne se fait pas comme ça. Au lieu de cela, ce qui s'est passé, tous les Guinéens le savent, dessous de table, un de ses très proches qui faisait les va-et-vient, négocier les avions pour son voyage. Mais pendant ce temps, les Russes comptabilisaient tout ça. Et finalement, on ne parle plus, les Russes ne viennent pas, on ne parle plus de Fria. Et pendant ce temps, les mines de bauxite de Tianjin leur sont octroyées. Pourquoi? Celui qui n'arrive pas, qui a acheté une industrie, qui n'arrive pas à faire fonctionner l'usine, vous lui donnez, n'est-ce pas, des cailloux à exploiter. C'est pourquoi attendons de voir. Si ça se passe, j'applaudirai. Mais je suis très dubitatif parce que je connais un peu la mentalité de Russell. Ce n'est pas pour rien que le capitaine Dadis, c'est l'une des rares actions que j'ai approuvées chez lui, il a failli donner une attaque cardiaque aux représentants de Russell. Vous avez dû suivre ça parce que ce qui s'est passé était inadmissible. Mais aujourd'hui, la vérité est que c'est fermé. Lavrov, que je connais personnellement, parce qu'on était tous aux Nations Unies en même temps, et il est venu à Conakry, mais j'ai peur que ça ne prenne encore plus de temps, et surtout qu'ils ont déjà dégagé des moyens, mais qu'ils ne sont pas allés là où il faut qu'ils aillent. Bon, Monsieur le Premier ministre, malheureusement, ces réunions qui sont passionnantes ont une fin, mais je voudrais, au nom de tous ceux qui vous ont écouté avec beaucoup d'intérêt, vous remercier d'avoir pris le temps de venir partager avec nous votre expérience
dont Joël Bonfils a rappelé tout à l'heure que c'est une expérience très diverse, très approfondie, à la fois de la réalité guinéenne où vous avez exercé des très hautes fonctions, mais aussi sur le plan international où vous avez pris beaucoup de responsabilités à l'ONU et aussi dans les organisations africaines et la CEDEAO. Et tout ça fait que ce que vous nous apportez comme observation, analyse, point de vue et jugement sur l'Afrique nous intéresse beaucoup. Nous pensons, comme tout le monde, car c'est devenu une idée banale, que l'Afrique est en train d'émerger, de connaître une histoire nouvelle et avec un rythme qui est très intense. Il y a des crises, notre pays est impliqué dans certaines de ces crises, et il y a aussi beaucoup de choses qui avancent et qui progressent. Nous souhaitons vraiment pour votre pays le mieux à vous entendre. Nous sommes pleins d'enthousiasme et pleinement rassurés. Nous sommes sûrs qu'avec des hommes comme vous, la Guinée a le plus bel avenir qui soit et ne connaîtra pas les affres qu'elle a connus dans le passé, y compris dans le passé récent. Merci à vous.